Bonjour à tous et bienvenue sur Maslow Imo. Je suis Aurélien, conseiller en gestion de patrimoine chez Maslow. On est aujourd'hui sur la deuxième partie de la vidéo autour d'un audit du patrimoine et d'une stratégie patrimoniale à mettre en place. Si vous avez manqué la première vidéo, je vous invite à cliquer sur un lien qui aura quelque part sur cette vidéo pour voir le début, la première partie de la vidéo dans laquelle on a réalisé ensemble un audit d'une situation, d'un patrimoine, des objectifs de personnes que j'ai rencontrées. Donc je vous invite à aller visionner cette vidéo pour mieux comprendre la suite de mes propos, où aujourd'hui on va regarder ensemble la stratégie patrimoniale qui peut être adaptée à cette situation. Donc, par rapport et pour rappel, sur la première vidéo, on avait vu ensemble le patrimoine de ces personnes-là. On avait étudié ensemble la fiscalité, donc le patrimoine qui était comme tel, composé de résidences principales, d'investissements locatifs, de placements financiers. On avait fait une étude ensemble au niveau de l'imposition. On avait étudié ensemble l'imposition sur le revenu foncier net. On avait fait ensemble un calcul des droits de succession. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller visionner cette première vidéo où je réexplique en détail les mécaniques, les calculs de ces droits de succession, de la fiscalité, des calculs de rentabilité sur des investissements locatifs, etc. On s'en était donc arrêté au niveau des objectifs de ces personnes qui étaient de préparer la retraite, préparer un capital pour financer les études des enfants, de maîtriser sa fiscalité et d'avoir toujours en tête une organisation quant à la transmission du patrimoine. Et pour ce faire, donc, on avait identifié des moyens mobilisables et une épargne mensuelle disponible. Donc comme on l'avait vu, on avait constaté que, la fiscalité, une grande partie de la fiscalité venait, des revenus fonciers, sur, des investissements locatifs, sur lequel, on n'avait pas forcément le souhait, en tout cas la possibilité, de, revendre ces biens immobiliers. Donc on sait que sur, les prochaines années, il va toujours y avoir, une fiscalité importante sur, ces revenus, fonciers. Donc pour ce faire, 1re solution qu'on peut envisager, parce qu'on avait vu qu'on avait la possibilité également d'utiliser l'effet de levier du crédit par rapport au taux d'endettement, c'est tout simplement de refaire un nouvel investissement immobilier. Alors, vous le savez, il y a plein de manières d'investir dans l'immobilier locatif. Et en l'occurrence, là, on a opté sur un investissement immobilier avec une part importante de travaux, ce qui peut potentiellement, donc, en fonction de la valeur des travaux, de générer ce qu'on appelle du déficit foncier, qui peut venir du coup gommer une partie ou tout partie des revenus fonciers que compose ce foyer. Donc, l'idée, c'est de trouver un bien immobilier avec des travaux à réaliser pour en vue de le mettre en location par la suite, et donc de pouvoir déduire de ces revenus fonciers ces travaux qui sont envisagés. On va pas voir ensemble aujourd'hui quel investissement, dans quelle ville, et cetera. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos sur notre chaîne où on détaille certains villes en France, de marchés immobiliers, ce qu'il faut regarder comme critères quand j'investis dans l'immobilier. Là, l'idée, c'est de se concentrer sur l'impact du choix de la fiscalité et de comment je vais investir. En l'occurrence, là, sur le plan d'investissement, donc on est sur un prix hors frais de notaire de 263 000 € qui est décomposé de 2 manières. La part du foncier, donc c'est-à-dire où est-ce que je vais acheter le terrain, les murs, de 151 000 €. Donc c'était un appartement qui était mis à la vente à 151 000 €, acheté à 151 000 €. Et nous avions donc estimé des travaux à réaliser sur ce bien immobilier de 112 000 €. Donc là, on est vraiment sur des travaux de rénovation et même on est sur un immeuble locatif dans lequel on rénove les parties communes, et cetera. Donc tous ces travaux-là sont, en tout cas, on a la possibilité de les déduire d'autres revenus fonciers, avec un calcul des frais de notaire, et donc un loyer estimé après travaux d'environ 13 000 € par an. Au niveau du plan de l'investissement, combien ça va coûter? Pour rappel, et je vous invite à aller regarder la première vidéo, on avait regardé ensemble un taux de rendement interne, donc combien je mets d'apport, combien
je vais mettre tous les mois dans cet investissement-là en vue de me constituer un patrimoine, un capital. Et donc pour calculer ce taux de rendement interne sur un horizon de 10 ans, on a donc des loyers de 1 080 €, des charges, on a regroupé donc tout l'ensemble des charges de gestion, de charges de copropriété, taxes foncières, d'assurance, et cetera. Donc on estime des charges à 325 € par mois. Une mensualité de 1 345 €, donc qui correspond à un financement à 100 hors frais de notaire et hors frais d'acquisition sur 25 ans et 3,7 d'intérêt. Cet investissement-là, par les travaux qui sont déductibles d'autres revenus fonciers, permet d'avoir un gain d'impôt de 890 € par mois. Donc c'est un gain d'impôt qui vient sur la partie des revenus fonciers que nous avions étudiée. Au final, pour cette opération génère avec le gain d'impôt 300 € par mois supplémentaires, ce qui correspond à un taux de rendement interne à 10 ans, en partant du principe que nous allons revendre au prix d'achat. S'il y a de la plus-value, c'est tant mieux en plus, mais en tout cas avec une revente au prix d'achat, donc prix d'achat travaux compris, un taux de rendement interne à 10 ans de 36,5 C'est pour ça que donc c'est intéressant d'étudier différents indicateurs, le taux de rendement brut, le taux de rendement net, le taux de rendement net après impôt, mais également le taux de rendement interne. Donc c'est-à-dire, en fait, cet investissement-là, en fonction de ma situation, combien il va me générer de rendement par an? Donc là, en l'occurrence, on est sur un taux de rendement à 36,5. Pour autant, on a un taux de rendement brut sur cette opération, donc c'est-à-dire loyer divisé par le prix d'acquisition, d'environ 5. Donc voilà, à prendre en compte plusieurs indicateurs, et je trouve que le taux de rendement interne permet de vraiment mesurer est-ce que cet investissement est adapté à ma situation ou pas. Donc on commence à répondre aux objectifs patrimoniaux, donc c'est-à-dire on continue de développer du patrimoine, développer un capital, peut-être en vue de revendre ce bien à 10 ans, dégager un certain capital pour, par exemple, financer les études des enfants. Ou en tout cas, si on souhaite le conserver demain, une fois le crédit terminé, bah, ça peut générer du revenu complémentaire pour la retraite. Donc voilà déjà une des premières solutions envisagées. Au niveau, plutôt donc, de la partie financière, on l'avait constaté, aujourd'hui le patrimoine, il était plutôt exposé sur, de l'immobilier, même si, un nouvel investissement immobilier, est, envisagé dans la situation. L'idée étant de pouvoir, sur du moyen long terme, rééquilibrer le patrimoine entre l'immobilier et puis le financier, et c'est là que peut intervenir, par exemple, le contrat, d'assurance vie. Donc on va pas forcément revenir en détail sur tout ce qu'il faut regarder dans le contrat d'assurance vie. Il y aura une vidéo à ce sujet. Mais en tout cas, le contrat d'assurance vie permet de répondre à différents objectifs, de construire un capital, de le valoriser, d'améliorer la protection familiale du foyer. Dans les grandes lignes, un contrat d'assurance vie aujourd'hui, c'est une enveloppe fiscale qui est disponible à tout moment. On insiste là-dessus parce que parfois il peut y avoir un préjugé sur le fait que c'est bloqué 8 ans. La réponse, elle est non. Vous pouvez disposer de votre capital à tout moment. Évidemment, il y a une stratégie à avoir dans l'investissement dans du contrat d'assurance vie. C'est plus optimal si on récupère du capital au bout de 8 ans. La fiscalité est plus avantageuse. En tout cas, c'est souple d'utilisation. Ça permet vraiment de répondre aux évolutions de la situation professionnelle et personnelle que vous pouvez avoir. Vous pouvez mettre en place des versements programmés, les arrêter. Vous pouvez les augmenter, les diminuer. Vous pouvez faire des versements complémentaires sur le contrat. Vous pouvez faire des retraits partiels du contrat. En tout cas, c'est un outil de transmission extrêmement avantageux. On l'avait évoqué lors de la première vidéo. Au niveau des contrats d'assurance vie, tout ce que vous disposez avant vos 70 ans, et si les versements ils ont été faits après 1998, on peut bénéficier d'un abattement en cas de décès de 152 500 € par bénéficiaire. Évidemment, il y a un travail à faire au niveau des clauses bénéficiaires en fonction de votre situation et de vos objectifs. Je vous invite à vous rapprocher toujours d'un professionnel pour avoir les meilleurs conseils par rapport à ça. Mais donc, si on envisage de mettre une clause bénéficiaire, dans notre cas, directement les enfants,
chaque enfant pourra bénéficier d'un abattement de 152 500 € sur les versements du contrat d'assurance vie hors droit de succession et ça, par an. Donc ce que nous avons envisagé, c'est, des ouvertures de contrats d'assurance vie, un pour monsieur, un pour madame, avec donc un versement initial de 85 000 € par contrat et puis une épargne mensuelle, sur, ce contrat de 400 € par mois. Même chose, l'épargne mensuelle a de bonnes vertus, dans, la valorisation, la construction d'un capital, contrat d'assurance vie. En fonction de comment vous pouvez investir à l'intérieur du contrat. Si par exemple, je décide de mettre une partie en action, de mettre en place des versements programmés, ça permet, de lisser son prix moyen d'achat, d'acheter un petit peu tout le temps. Donc en cas de fluctuation des marchés, de baisse ou de hausse, je peux en tout cas lisser mon prix moyen d'achat. Ça peut dynamiser en tout cas, la valorisation de votre, contrat et donc sur un horizon de placement de 10 ans avec un taux de rendement de 4 donc là évidemment on prend un taux de rendement voilà plutôt bas, hypothèse basse, en fonction de votre profil de risque. Vous pouvez, évidemment tendre à des taux de rendement, supérieurs, mais, on ne se concentre pas aujourd'hui sur ce sujet-là. Mais en tout cas, avec ce taux de rendement-là, horizon 10 ans, on pourrait donc, avoir un capital constitué de 185 000 € par contrat. Toujours en rapprochant au niveau des, objectifs, patrimoniaux de ces personnes. Sur un horizon de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement les études des enfants. Donc on peut, si besoin, dans 10 ans, avec, un contrat qui aura plus de 8 ans, bénéficier d'avantages, au niveau de la fiscalité, étudier une stratégie de sortie, en tout cas pouvoir, disposer d'un capital qui permette de répondre aux besoins du financement des études des enfants, si besoin. On ouvre donc des, contrats d'assurance vie pour monsieur, pour madame. On peut également aussi ouvrir du contrat d'assurance vie pour, les enfants. Par exemple, ces contrats-là peuvent, déterminer, en tout cas, être destinés à d'autres objectifs patrimoniaux comme, voilà, pouvoir, permettre à ces enfants de les lancer, dans la vie. Peut-être que demain, ils utiliseront ces contrats d'assurance vie pour eux, faire un apport dans leur résidence principale, sur un horizon un peu plus long terme après les études des enfants. Donc, on a la possibilité d'ouvrir des contrats d'assurance vie pour, ses enfants et donc ce qui a été envisagé, c'est un versement initial de 20 000 € par, contrat d'assurance vie par enfant, avec une épargne mensuelle de 200 € par mois. Pour se donner un ordre d'idée, même chose sur un horizon de 10 ans, on aurait déjà un capital constitué de quasiment 60 000 € qui pourront, disposer en fonction, de leurs besoins, peut-être après les études et plus tard. Dans les contrats d'assurance vie, donc il est important de regarder comment vous pouvez investir, comment vous pouvez valoriser votre épargne. Ce qui a été envisagé en fonction de, ces profils de risque, c'est, voilà, sur un versement de 85 000 €, comment j'investis mes 85 000 € à l'intérieur de mon contrat d'assurance vie? Ce qui a été envisagé, c'est d'en disposer une partie sur du fonds euro. Donc le fonds euro, on le sait, c'est pas forcément ce qui se valorise, dans le temps, mais ça peut permettre d'avoir une poche de liquidité si besoin, de pouvoir racheter sur, le contrat sur le fonds euro ou alors en fonction des opportunités de marché, si on n'a pas forcément, de capital à réallouer dans le contrat d'assurance vie, on peut faire des arbitrages à l'intérieur du contrat et du coup, saisir quand même des opportunités de marché, via le fonds euro. Ensuite, ce qui a été envisagé, donc c'est, d'exposer, une partie de ces liquidités sur le contrat, sur, des poches actions, donc des fonds en unité de compte, des fonds diversifiés. On vient venir chercher en tout cas, saisir, des, thématiques qui sont plutôt porteuses dans les années à venir avec une valorisation qui peut être potentiellement, importante de son capital sur la partie des actions. J'entends, pourquoi pas investir dans le secteur, des énergies renouvelables, de la santé, du numérique, des données numériques, de la sécurité, de la nutrition et cetera. Donc, on a vraiment, un choix des possibles, extrêmement vaste dans les contrats d'assurance vie. Parce qu'on est dans un contexte, de, remontée des taux d'intérêt, due à une remontée de l'inflation. Aujourd'hui, la poche obligataire, donc c'est-à-dire je prête de l'argent à des sociétés ou à des États, devient, plus intéressante que, ces dernières années en termes de rentabilité. Parce que les taux d'intérêt sont remontés, je peux moi aujourd'hui, dans mon contrat d'assurance vie, mettre des lignes obligataires, donc c'est-à-dire je vais prêter de l'argent à des États, à des sociétés, avec du coup des taux de rendement associés fonction, des taux de directeurs, qui sont,
envisagées par les banques centrales. Donc, s'exposer sur cette partie-là aujourd'hui est intéressante. On peut également disposer d'une partie sur de l'immobilier, donc là sur une classe d'actifs plutôt voilà, tangible. Donc je peux à l'intérieur de mon contrat d'assurance vie mettre des lignes, disposer mon épargne sur des poches immobilières avec un couple rendement risque plutôt maîtrisé. L'idée étant, en tout cas, parce que ce qu'on regarde aujourd'hui n'est pas forcément d'actualité, ne sera plus forcément d'actualité dans 10 ans, c'est de pouvoir voilà, avoir une gestion active de son contrat d'assurance vie. Alors parfois, c'est pas forcément tous les jours, mais en tout cas, suivre son contrat d'assurance vie en fonction d'événements extérieurs, effectuer des arbitrages dans son contrat pour saisir des opportunités, sécuriser des plus-values et que son contrat d'assurance vie puisse tout simplement répondre aux besoins, à ses besoins patrimoniaux. Je prends un exemple, si on se dit que ce contrat d'assurance vie est pour un horizon de la retraite, peut-être que plus je vais me rapprocher de la retraite, plus je vais souhaiter sécuriser mon capital pour ne pas avoir de la fluctuation au moment où je souhaite récupérer sur mon contrat. Donc voilà, c'est tous des éléments à prendre en compte et sur lesquels vous pouvez évidemment être accompagné sur ces sujets-là. J'en ai parlé donc juste il y a quelques minutes. Au niveau des versements programmés, ça a une bonne vertu. Ici, on prend un exemple qui est le principe en anglais de DCA, Dollar Cost Average. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de meilleur moment d'investir sur les marchés financiers. On peut connaître des tendances, plutôt des points hauts, des points bas. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une boule de cristal en décidant d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut. Très compliqué d'anticiper ça. Par contre, le bon moment, c'est de le faire plutôt de façon régulière. Donc ici, on a pris un exemple. Si on décide d'acheter une action qui, au mois de mars, vaut 100 € et que sur cette action-là, je décide de mettre 100 € tous les mois. Si au mois de mars, l'action vaut 100 € et que moi, je mets mes 100 € sur cette action-là, je vais acheter une action. Et puis au mois d'avril, cette action chute et tombe à un cours de 50 €. Si je décide toujours de maintenir mes 100 € tous les mois dessus, avec une action qui vaut 50 €, je vais acheter 2 actions. Et puis au mois de mai, elle continue de chuter, elle repère encore 50 % de sa valeur et puis elle tombe à 25 €. Avec mes mêmes 100 €, là, ce mois-ci, au mois de mai, je vais acheter 4 actions. Et puis l'action reprend des couleurs en termes de valorisation. Au mois de juin, elle remonte à 50 €. Avec mes mêmes 100 €, j'achète 2 actions. Puis au mois de juillet, elle retrouve une valeur qu'elle avait connue au mois de mars de 100 €. Donc avec mes mêmes 100 €, du coup, ce mois de juillet, je vais acheter une action. Dans cet exemple qui est, sur lequel il s'est passé 5 mois, j'ai donc disposé de 100 € par mois pendant 5 mois, donc 500 €. Mais par contre, j'ai acheté à différents prix. Et en l'occurrence, dans cet exemple, du fait d'avoir bénéficié de cette baisse puis de cette remontée du cours de l'action, j'ai acheté au total 10 actions. Moi, ça m'a coûté 500 €. Ces 10 actions au mois de juillet valent 100 € par action, donc 1 000 €. J'ai bien généré une plus-value, en l'occurrence de 500 € dans cet exemple. Évidemment, cet exemple est un peu grossi, on a un peu grossi les traits pour voilà, matérialiser le gain qu'on peut avoir de faire de l'investissement régulier. Après, quand vous faites le choix d'un support sur lequel vous souhaitez investir, d'un fonds commun de placement, d'une thématique qui vous semble, dans lesquelles en tout cas vous avez des convictions à long terme, vous pouvez voilà, espérer, même s'il y a certains éléments qui, à court terme, peuvent faire baisser le cours de l'action, si vous avez des convictions à long terme, voilà comment vous pouvez dynamiser en tout cas votre épargne. Et en l'occurrence, là, par exemple, sur du contrat d'assurance vie ou les versements programmés, vous pouvez les mettre en place sur la partie des unités de compte. Donc voilà comment on peut valoriser de l'épargne. Plusieurs pistes de réflexion. Le choix du support, du véhicule. Là, en l'occurrence, on est donc sur du contrat d'assurance vie qui permet voilà, de répondre aux objectifs de construire du capital pour la retraite, pour les enfants, d'organiser, en tout cas d'avoir cette notion-là en termes de transmission. On fera le calcul après du gain par rapport à ça, mais on sait que les capitaux que je verse sur mon contrat d'assurance vie sont protégés fiscalement en termes de transmission, à concurrence de 152 500 par bénéficiaire. Et on vient répondre à 2 objectifs à plus court terme, préparer les études des enfants et la retraite.
Toujours sur le sujet, donc là, on est sur, plutôt la partie, un mix entre, l'immobilier et le financier, les SCPI, les sociétés civiles de, placement immobilier, qui est, donc une autre solution envisagée dans, notre stratégie patrimoniale. Souvent dite, pierre papier, les SCPI permettent de répondre, à plusieurs objectifs. La retraite, je vais investir donc dans de l'immobilier en vue, par exemple, d'en avoir des revenus complémentaires immédiats ou futurs, de construire un capital, de le valoriser. Il faut voir les SCPI comme de l'investissement immobilier où, en tant qu'investisseur associé, vous allez faire le choix, d'une ou plusieurs SCPI. Vous allez donc acheter des parts de SCPI, en fonction de la valeur de la part. Je peux déterminer vraiment mon budget d'investissement, à quelques centaines d'euros près, et donc en fonction du nombre de parts que je vais acheter, dans cette, SCPI. Après la SCPI, elle va acheter des immeubles, gérer des immeubles. Donc là, on va plutôt, pouvoir s'exposer sur, un autre type d'immobilier. Là, en l'occurrence, dans notre cas, qui nous occupe, on est, dans le patrimoine immobilier, on est plutôt sur de l'immobilier d'usage, d'habitation. Là, en l'occurrence, on peut exposer le patrimoine immobilier sur un autre type d'immobilier, par exemple du bureau, des locaux commerciaux, des hôpitaux, des cliniques, des entrepôts de logistique et cetera. Donc, plutôt sur un immobilier tertiaire, s'exposer sur un autre marché immobilier. Donc j'achète des parts de SCPI. Cette SCPI, elle, achète des immeubles, les gère, trouve des locataires, gère les biens immobiliers à l'intérieur et cetera, et donc signe des beaux fermes avec des locataires, vu qu'on est plutôt sur de l'immobilier de professionnel, donc on va rentrer à l'intérieur des locataires, professionnels, des sociétés, sur lequel la petite particularité, c'est que souvent, les loyers sont versés de façon trimestrielle, et donc après, la SCPI, le gestionnaire de la SCPI, elle redistribue, ses loyers aux investisseurs en fonction du nombre de parts, que vous avez, achetées. Donc plusieurs possibilités pour investir, dans des SCPI. Je peux très bien, disposer d'un capital, placer mon capital sur les SCPI, et puis, bah, en fonction, je vais du coup avoir des revenus en fonction du capital que, j'ai versé dessus, donc avoir un revenu immédiat. En l'occurrence, c'est pas forcément la solution qu'on a, décidé de retenir, parce que dans les objectifs, patrimoniaux, on n'est pas à la recherche d'un revenu complémentaire immédiat, on est plutôt sur la recherche d'un revenu complémentaire futur, ou en tout cas, construire un capital. Donc on n'achète pas d'SCPI au comptant. On a aussi une possibilité, par exemple, d'acheter, des SCPI, sous la forme de nue propriété, uniquement acheter la nue propriété de parts de SCPI, donc ne pas acheter, la pleine propriété des parts, en tout cas ne pas acheter l'usufruit qui va avec. Ça veut dire renoncer à des loyers pendant une certaine période, mais par contre, au terme de la durée de démembrement, l'usufruit rejoint automatiquement la nue propriété, donc c'est à ce moment-là que je permets de, avoir des loyers et donc une valorisation de mon capital. En l'occurrence, nous, on a préféré, partir sur, de la SCPI, avec un financement, toujours dans l'idée d'utiliser l'effet de levier du crédit, et donc, pour un montant d'acquisition de 100 000 € avec un apport personnel de 10 000 €, on finance donc 90 000 € de parts de SCPI, via un crédit. Ça nous fait donc un remboursement mensuel de 955 € par mois sur un horizon de 10 ans. Pourquoi on a choisi 10 ans? Tout simplement, c'est l'horizon de, placement, par rapport aux études des enfants. Donc se laisser la possibilité de revendre des parts, ou en tout cas disposer de revenus complémentaires à ce moment-là pour, par exemple, aider les enfants, dans le cadre de leur cursus, scolaire. Et donc dans notre cas, remboursement mensuel de 955 € par mois, avec un loyer que nous avons mensualisé de 375 € par mois, même s'il est versé trimestriellement. Voilà, c'est plus simple pour, le raisonnement. En tout cas, le résultat, c'est une épargne dans cette opération de 580 € par mois. Donc, l'objectif, de cet investissement en part de SCPI, c'est, de se laisser la possibilité, dans 10 ans, de pouvoir, disposer de revenus complémentaires, donc encaisser les loyers parce qu'on n'aura plus de, remboursement, mensuel lié au financement. Donc d'avoir des loyers qui permettront, potentiellement, bah, d'utiliser ces loyers pour, aider, les enfants, dans, leur parcours, scolaire, études. Ou alors, aussi autre possibilité, de, revendre, des parts de SCPI pour, avoir un capital, toujours dans ce même objectif, qu'on avait, compris lors de l'audit du patrimoine, de préparer, les études, des, enfants. Les parts de SCPI, bénéficient également
de cet avantage-là, contrairement à de l'immobilier, locatif, c'est qu'on a la possibilité, du coup, de revendre un certain nombre de parts de SCPI. Si j'ai acheté 100 parts qui valent 100 €, je peux très bien, dire: «Je veux vendre que, 20, 30, 40, 50 parts», donc vraiment maîtriser aussi sa, revente de parts SCPI, en fonction. Alors évidemment, comme, tout investissement, qu'il soit immobilier ou financier ou tout investissement immobilier, locatif, il y a des investissements, il y a des bons investissements, il y a des moins bons investissements ou du moins il y a peut-être des investissements qui sont, adaptés plus, à certains profils, à certaines situations qu'à d'autres. C'est la même chose pour la partie des SCPI. Il est important de regarder, sur quelle SCPI je vais choisir. Est-ce que j'en sélectionne une, 2, 3 si je veux diversifier? Sur quelle thématique de SCPI? Je vais, investir avec quel gestionnaire? Quels sont les indicateurs, qui me semblent bons pour, aller sur, ce projet-là? Est-ce que je vais acheter, des SCPI, qui ont plutôt de l'immobilier de, bureaux, de locaux commerciaux ou plutôt sur la thématique de, la santé? Donc, voilà, il faut, pouvoir, bien, vérifier, tout un tas d'indicateurs, de choses à prendre en compte, en tout cas dans le choix de ces, SCPI pour, toujours calquer son investissement par rapport à son objectif d'investissement. Donc on commence à déterminer et on le verra, je vous invite à rester en tout cas pour, la conclusion de cette stratégie patrimoniale. Est-ce qu'on a réussi à, atteindre tous les objectifs, de ces personnes-là, les objectifs patrimoniaux? En tout cas, pour le moment, on a vu 3 solutions qui viennent, toutes plus ou moins se compléter. La première partie sur le déficit, foncier, donc un investissement locatif qui permet, de gommer les bénéfices fonciers, en tout cas l'impôt sur les bénéfices fonciers. On a la partie des contrats d'assurance vie avec, un peu plus de souplesse d'utilisation dans la construction, d'un capital, et le développement du patrimoine, sur plutôt de la partie financière avec, une optique de, transmission aussi, parce que les capitaux restent protégés au niveau, de la transmission, de cette épargne-là. Là, on a, une deuxième solution en diversification, toujours dans l'immobilier, sur du coup de l'immobilier auquel on n'a pas forcément accès, seul, j'entends donc des bureaux, situés dans des grandes, zones, des grandes villes, avec des budgets d'investissement souvent très importants. Là, on peut acheter des parts de ces bureaux-là, une partie, une brique de plein d'immeubles, diversifiés. Pour, revenir sur un objectif qu'on avait vu qui était de maîtriser sa fiscalité, en tout cas transformer son impôt, en patrimoine dans l'accomplissement, de, ses objectifs. On voit ensemble donc, la partie des fonds d'investissement de proximité. Donc là, on revient sur plutôt la partie financière. Alors un fonds d'investissement de proximité, l'idée c'est, tout simplement de, développer, en tout cas, soutenir l'économie réelle. Je vais prêter, des fonds, de l'argent à, des sociétés, des PME, en France, sur certains fonds, en Europe et cetera. Et en contrepartie de participer à l'économie réelle, l'État me, donne droit à un pourcentage de réduction d'impôt. Et donc ça va dépendre, dans quel type de fonds d'investissement de proximité je vais, investir. En l'occurrence, ici, on est sur un fonds d'investissement de proximité, sur la thématique de, la Corse. Donc je vais, soutenir l'économie réelle, en Corse qui me donne droit à un taux de réduction de 30 de mon investissement, l'année de l'investissement. Alors donc l'idée, c'est j'investis par exemple en 2024, 24 000 €. Avec un taux de réduction de 30 j'ai une réduction d'impôt immédiate sur mon année fiscale de 2024 de 7 200 €. Donc la réduction d'impôt est uniquement l'année où je vais faire, mon investissement et après, l'idée c'est que, ce capital-là permette d'aider des PME, des ETI, en l'occurrence ici, en Corse. Donc ces PME-là vont utiliser ces fonds dans des projets de développement et donc, vont, restituer, ces fonds-là, sur, un horizon de, maximum, 9 ans dans cet exemple, là. Évidemment, comme tout investissement, cet investissement, a un risque de perte en capital. Si toutefois, dans les PME dans lesquelles j'ai investi, ils ne vont pas me restituer l'intégralité des fonds, je peux avoir un risque de perte en capital. Même chose, à chaque investissement, son risque. Comment je peux, moi, maîtriser mon risque par rapport à ça?
où se situe mon risque et comment je peux le maîtriser. L'une des clés essentielles déjà, c'est la diversification. Donc là, dans ce type de fonds, on ne va pas investir uniquement dans une seule société, on va en investir dans plusieurs. Et puis toujours la même chose pour revenir comme le choix des SCPI. À qui je confie cette épargne, qui est le gestionnaire, quel est son historique, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comment est la gestion de ces fonds-là, etc. En tout cas, donc là, vraiment purement d'un point de vue fiscal et du coup de développement, où est-ce que mon épargne va? Là, j'ai de la visibilité là-dessus et grâce à ça, je peux maîtriser ma fiscalité. Donc là, on est sur un fonds d'investissement de proximité. On a la possibilité également de se positionner sur un fonds commun de placement dans l'innovation. Donc là, on est sur le territoire français, sur la thématique de l'innovation. Donc je vais prêter des fonds à des sociétés qui sont autour des industries innovantes, du numérique, de la santé, etc. Et donc sur ce type de placement-là, on est sur un taux de réduction d'impôt un peu moins important que le FIP qu'on a vu juste avant. Donc là, on est sur 18%, mais aussi avec un horizon de placement maximum moins important. Donc là, en l'occurrence, on est sur 6 ans. Avec un versement initial de 15 000 euros, je peux avoir droit à 2 700 euros de réduction d'impôt dès l'année 2024, en tout cas l'année de mon investissement. Et à déterminer évidemment ces versements, ces investissements sur ce type de fonds, parce qu'on est soumis dans le plafond des niches fiscales. Donc c'est-à-dire que pour rappel, on n'a pas le droit en tout cas, on n'a pas la possibilité de réduire de ses impôts plus de 10 000 euros. Tout un tas de solutions sont dans ce plafond des niches fiscales. Vérifiez bien sur votre avis d'impôt qu'est-ce que vous pouvez avoir dans ce plafond-là. Vous pouvez retrouver donc tout ce qui peut être emploi salarié à domicile et autres crédits d'impôt, garde d'enfants, etc. Donc voilà, vérifiez qu'est-ce que vous avez déjà utilisé en termes de réduction et de crédit d'impôt dans ce plafond des 10 000 euros que j'ai le droit maximum d'avoir en réduction d'impôt. Et fonction de ça, vous pouvez déterminer un budget d'investissement pour maîtriser à l'euro près votre réduction d'impôt. Alors avant de passer à la synthèse de la stratégie, petite parenthèse, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Nous, ça nous permet de mesurer effectivement la qualité de notre contenu. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres? Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous également. En fonction, on aura l'occasion de faire d'autres stratégies patrimoniales. Donc abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche si vous voulez rien manquer de nos prochains contenus. Comme je le disais également dans la première vidéo, si vous souhaitez avoir un audit de votre patrimoine gratuitement, vous avez un lien dans la description. On aura le plaisir de vous rencontrer, faire des rendez-vous avec vous pour établir un audit de votre patrimoine et en fonction évoquer des pistes de réflexion dans l'accomplissement de vos objectifs patrimoniaux. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va regarder ensemble la synthèse de la stratégie, quel est l'impact de l'arbitrage de ce patrimoine, de ces capitaux, de ces investissements, quel est l'impact en termes de fiscalité au niveau des revenus, de transmission et est-ce qu'on atteint les objectifs de ces personnes-là. Donc pour résumer, on a vu aujourd'hui ensemble la mobilisation de l'épargne qui, pour rappel, suite à la première vidéo était de 280 000 euros d'épargne à remobiliser. Comment on les a arbitrés? Il y a donc 12 000 euros qui vient en apport sur l'investissement déficit foncier qu'on a vu dans la toute première partie de cette vidéo-là. On a également 10 000 euros d'apport dans le financement des SCPI. On a un arbitrage de ces liquidités pour 170 000 euros au niveau des contrats d'assurance vie des parents et également 40 000 euros au niveau des contrats d'assurance vie ouverts au nom des enfants. Et puis pour avoir un impact supplémentaire au niveau de la fiscalité, des investissements par de FIP et de FCPI à concurrence de 39 000 euros. Pour se donner un ordre d'idée, et évidemment, il peut y avoir des fluctuations en fonction des évolutions personnelles et professionnelles sur un horizon de 10 ans, mais pour essayer de déterminer une sorte de ligne de vie, une ligne conductrice, on réalise un audit du patrimoine dans 10 ans. Comment se compose ce patrimoine-là en fonction de l'arbitrage de ces liquidités? Donc on retrouve toujours la résidence principale dans l'immobilier d'usage.
Par contre, cette fois-ci, dans, la partie du passif, donc des capitaux restants dus qui ont diminué par rapport à l'heure d'aujourd'hui, hein, donc tous les mois, on a remboursé, une partie de ce crédit-là. En tout cas, dans 10 ans, il restera encore, une partie de capitaux restants dus sur la résidence principale. Dans l'immobilier de rapport, on le constitue donc toujours, du T4 et du T2 qui étaient déjà existants dans le patrimoine. Alors évidemment, dans l'audit de ce patrimoine-là, on ne prend pas en compte de revalorisation de biens immobiliers. Toujours, voilà, conserver une approche assez sécuritaire. En tout cas, si, il y a de la plus-value, c'est tant mieux. Il y a donc eu un investissement en déficit foncier. Donc, pour rappel, hein, un investissement au niveau du foncier et une grande partie aussi en termes de travaux qui a pu, on le verra après, gommer une partie de la fiscalité. Un investissement également en part de SCPI pour exposer le patrimoine immobilier sur un autre type d'immobilier, plutôt bureau, commerce, entrepôt, etc. On a diminué du coup la partie des liquidités court et moyen terme, donc en fonction du matelas de sécurité que vous souhaitez conserver. Voilà, conservez-le sur des livrets A, des supports qui sont très disponibles et très sécuritaires. C'est pour du matelas de sécurité, c'est cet objectif-là. Et on a arbitré une partie de ces liquidités voilà, sur des horizons, des liquidités qu'on appelle plutôt long terme pour répondre aux objectifs. Donc dans 10 ans, on constitue 4 contrats d'assurance vie, un par parent et puis un par enfant, qui seront destinés à d'autres objectifs, avec des hypothèses de rendement sur 10 ans. Et donc on aura terminé le crédit du T2, et il nous restera des capitaux restants dus au niveau de l'investissement qu'on a réalisé en déficit foncier. Au niveau donc du patrimoine brut, on le voit, il s'est développé par rapport à l'audit du patrimoine qu'on avait réalisé à l'instant T. Le patrimoine net, il s'est également développé aussi. En tout cas, on garde toujours une prépondérance au niveau de l'immobilier, mais en fonction de la situation de ces personnes-là, il reste toujours de la liquidité quand même du financier en cas de besoin disponible. Et puis peut-être que dans 10 ans, on envisagera des reventes de certains biens immobiliers. Voilà, le tout étant de pouvoir toujours gérer son patrimoine en fonction de ses évolutions propres et puis à un contexte extérieur. Donc on aura la possibilité, si besoin, de revendre des biens immobiliers pour d'autres classes d'actifs. En tout cas, pour faire un cumul des revenus fonciers dans 10 ans, on sait qu'on a des loyers qui viennent du déficit foncier. On sait qu'on a le T4 qui était déjà présent dans le patrimoine avec des loyers environ de 1 800 €. On a toujours le T2 de 508 € et puis les parts de SCPI de 385 €. On a un cumul de revenus fonciers de 3 773 €. On a la possibilité, donc dans 10 ans, pour rappel, les objectifs, c'était de financer les études des enfants, en tout cas les accompagner dans leur cursus scolaire. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle un démembrement temporaire d'usufruit, c'est-à-dire que je renonce à percevoir ces loyers-là et je peux très bien les donner à mes enfants pendant une période qui est fixée d'avance. Donc on a la possibilité de redéployer ces loyers-là pour les enfants pour voilà, qu'ils puissent avoir un revenu au moment de leurs études. Donc plutôt que de leur donner de l'argent tous les mois, je peux très bien démembrer de façon temporaire ces biens immobiliers et donc leur donner l'usufruit sur lequel, s'ils sont sortis du foyer fiscal, eux ne paieront pas ou peu d'impôts sur ces loyers là. Évidemment, c'est un horizon qui est dans 10 ans, donc il faudra refaire un point à ce moment-là au niveau des évolutions du patrimoine et des objectifs. Mais en tout cas, l'idée étant dans une stratégie patrimoniale de toujours se laisser la possibilité de, et comme ça, en fonction du jour où arrive l'échéance de l'objectif, voilà, déterminer exactement quel est le plus optimal, quelle est la solution la plus optimale. En tout cas, on a la possibilité de démembrer de façon temporaire l'usufruit de ces immobiliers-là. Au niveau de la transmission, dans un horizon un peu plus long terme, on a la possibilité donc toujours de démembrer ces biens immobiliers, mais donc cette fois-ci ne pas forcément en attribuer l'usufruit, plutôt se réserver l'usufruit et donner la nue propriété à ses enfants. Donc dans notre exemple, si on part du principe des valorisations des biens immobiliers du T4, du T2, de la SCPI, on aurait donc un immobilier au global pour le T4, le T2, la SCPI de 800 000 €. Donc
Régime matrimonial, pour rappel, comme on l'avait vu dans la première vidéo, communauté réduite aux acquis. Donc, ces biens immobiliers appartiennent à 50-50 aux deux parents. Donc, chacun des parents est propriétaire de 400 000 € sur ces biens immobiliers. S'ils décident donc de en faire une donation partage aux deux enfants et donc de démembrer ces biens immobiliers, donner la nue propriété et s'en réserver l'usufruit, la valeur de la nue propriété, s'ils le font sur un horizon 10 à 15 ans, sera de 50%. Donc la donation qui est réalisée, c'est 50% de la valeur de ces biens immobiliers, donc 200 000 € par parent. Et chaque parent pourra attribuer sa nue propriété à ses deux enfants. Donc ça nous fait une donation par parent et par enfant de 100 000 €, 100 000 € par enfant et par parent. Pour rappel, à l'heure d'aujourd'hui, on a le droit de donner ou de transmettre 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Donc là, au final, on arrive à transmettre ces biens immobiliers en utilisant et en optimisant les abattements qui sont disponibles à l'heure d'aujourd'hui, donc sans forcément du coup avoir des droits à payer en termes de transmission, hormis les frais d'acte, car ce démembrement se fait chez un notaire. Mais en tout cas, on a déjà transmis et donné à ses enfants une partie de son patrimoine qui du coup, lui, sortira des droits de succession parce que le jour des décès des parents, l'usufruit reviendra aux enfants hors droit de succession. Et c'est surtout utiliser les abattements disponibles le plus tôt possible, car du coup, ces abattements des 100 000 € par enfant et par parent se «régénèrent» entre guillemets au bout de 15 ans. Donc on aura la possibilité 15 ans plus tard de potentiellement refaire une donation, une transmission du patrimoine pour impacter et organiser en tout cas la transmission. Alors évidemment là, donc on fait une donation partage, on démembre. Il y a plein de manières de pouvoir faire cette donation partage. On peut très bien constituer, par exemple, une SCI, loger les biens immobiliers dans une SCI. On peut très bien attribuer, faire une donation partage, donner le T4 à l'un des enfants et le T2 et les SCPI à un autre enfant. Voilà, il y a plein de manières de se faire. Toujours, voilà, n'hésitez pas à être accompagné par un professionnel pour vraiment prendre connaissance de la composition de votre patrimoine, de vos objectifs, de votre foyer, pour voilà, déterminer vraiment comment vous pouvez organiser cette transmission-là. Voilà, là, on a pris un cas en tout cas pour montrer que le plus important dans la transmission de son patrimoine, c'est déjà bien de vouloir transmettre, mais il ne faut pas non plus se démunir. Là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, on se réserve l'usufruit, donc les parents continueront à percevoir les loyers de ces biens immobiliers, pour rappel, qui était un objectif au niveau de la retraite, et en tout cas de l'organiser de leur vivant. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc on commence à anticiper ces choses-là. Donc l'audit du patrimoine dans 15 ans par rapport à une transmission du patrimoine restera donc la résidence principale sur laquelle le crédit sera terminé, le T4, le crédit sera terminé. Donc on a mis dans le passif de la masse successorale, donc le T4 560 000 € qui a déjà été donné, transmis. Le T2 également, la SCPI également. Constaterait que donc le déficit foncier, dans cet exemple, a été arbitré, c'est-à-dire qu'on a revendu cet investissement-là, peut-être en vue de l'arbitrer sur du contrat d'assurance vie. On maintient en tout cas toujours des liquidités court et moyen terme. La somme globale des contrats d'assurance vie, donc sur lequel on ne voit plus le contrat d'assurance vie des enfants parce qu'ils sont sortis du foyer fiscal. En tout cas, sur un patrimoine brut, dans cette stratégie de 2 372 000 € dans 15 ans, la masse successorale tombe à 938 000 € car tout simplement, les T4, le T4, le T2 et les SCPI ont déjà été transmises, plus les contrats d'assurance vie sont sortis également des droits de succession, en tout cas c'est la clause bénéficiaire et les enfants directement. Donc on refait la même mécanique au niveau du calcul des droits de succession. Je ne rentre pas en détail dans cette vidéo. Si vous avez manqué la première vidéo, n'hésitez pas à y retourner. Je redétaille exactement comment on calcule les droits de succession. En tout cas, l'impact qu'il y a au niveau du cumul des droits de succession. Dans 15 ans, les droits de succession tombent à 86 000 €. Donc pour rappel, on était parti d'un constat, si je reviens un petit peu en arrière, d'environ 180 000 € à l'heure d'aujourd'hui. Exactement, on avait 180 000 € de droits de succession à l'instant T et à 15 ans dans la stratégie globale, on tombe du coup les droits de succession à 80 000 €.
Évidemment, ces chiffres-là sont, amenés à évoluer dans le temps en fonction de la valorisation, des, biens immobiliers, en fonction, des évolutions personnelles et professionnelles. Mais voilà, en tout cas, on peut, mesurer l'impact que peut avoir, cette stratégie-là et adapter, dans, le temps. Donc pour, terminer, est-ce qu'on a réussi à répondre aux objectifs qui peuvent un petit peu évoluer dans le temps? Au niveau du premier objectif qui était de continuer à capitaliser, construire un patrimoine, on a développé le patrimoine de plus 453 000 €. On a, préparé un capital pour les enfants dans 10 ans de 120 000 €, et en tout cas, on a, dans 10 ans, une possibilité d'avoir un revenu de 3 700 € par mois qui viennent, des revenus des investissements, locatifs. La pression fiscale, on l'a mesurée, en tout cas pour l'année 2024 dans la stratégie globale. On a 24 971 € d'impôts en moins qui viennent notamment donc, des FIP, des FCPI et puis également du déficit foncier, si toutefois donc il y a une partie des travaux qui est payée sur l'année en cours. Et puis au niveau de la transmission, on a commencé à organiser la transmission de son patrimoine et en tout cas, on a eu un impact de, 93 620 € sur, les droits de succession par rapport à aujourd'hui, en même temps d'avoir, développé, le patrimoine. Donc, voilà, ces, objectifs-là sont amenés à évoluer dans le temps. Le tout étant de pouvoir, maîtriser, en tout cas, gérer son patrimoine, dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a des choses qui, dans cette stratégie-là sont faites et plus à faire. On arrive à la fin de, cette stratégie, patrimoniale. J'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas, une nouvelle fois, à liker cette vidéo, ça nous permet de mesurer effectivement si, ce contenu, vous a plu. Si vous avez regardé uniquement cette vidéo, je vous invite à revenir sur la première vidéo où on avait fait l'audit du patrimoine et où on avait, rentré en détail, analysé le patrimoine, de ce cas, pratique-là. Voilà, on a pris aujourd'hui, un cas, qui nous permet d'aborder, vraiment tout un tas de sujets. Évidemment, chaque situation est particulière, chaque, objectif, chacun a ses propres objectifs, patrimoniaux. Donc, en ce sens-là, vous avez un lien dans la description, de cette vidéo, qui vous permet de nous demander tout simplement un audit de votre patrimoine. Chaque situation est propre, particulière. On n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous le même patrimoine, on n'a pas tous le même âge, ni les mêmes objectifs. Donc, voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on est très content de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et d'accompagner, nos clients dans, la gestion de leur patrimoine et l'atteinte de leurs objectifs, patrimoniaux. Donc, vous avez un lien en description pour nous demander donc un premier rendez-vous de découverte, patrimoniale. On aura l'occasion de se revoir peut-être, en tout cas si ça vous a plu, sur d'autres, stratégies à mettre en place, peut-être d'autres solutions, d'autres analyses. Donc, voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, pour, ne manquer aucun de notre contenu et d'aller voir, d'autres vidéos sur lesquelles, on a abordé peut-être plus en détail certaines solutions de placement ou certaines, sujets au niveau de la fiscalité, de la transmission et cetera. Au plaisir et à bientôt.